Monsieur, bonjour. Je ne suis pas très familier du matériel, vous allez bien m'excuser. La Mémoire Bordeaux Contrôle, c'est une association qui est née en 1991, de personnel de la DGAC initialement, et puis de gens qui sont venus de l'extérieur, qui avait pour principale motivation la préservation et la mise en valeur du patrimoine de la navigation aérienne. Pour ce faire, il a été conçu un certain nombre d'expositions relatant, dans un premier temps, l'histoire du CRNA Sud-Ouest, l'histoire du contrôle aérien en route, l'histoire de l'aéroport de Bordeaux, et puis tout récemment, l'histoire des phares aéronautiques, dont vous avez pu recevoir un exemplaire à l'entrée de la salle. S'il n'y en a pas assez, je vais prendre contact avec nous, on vous en fera parvenir. Nous réalisons donc d'une manière générale, dans un premier temps, des expositions sur un thème choisi, toujours en relation avec notre motivation, et derrière, nous essayons de publier le livret qui va avec et qui reprend globalement tout ce qui a été dit dans l'exposition, enrichi en général des dernières découvertes. Tout ça, ça ne peut se faire qu'avec le soutien de la mission Mémoire. Nous sommes une petite association, 25 membres environ. Donc, le financement de la mission Mémoire est essentiel pour nous, puisque nous n'avons pas de source de revenus. En novembre 2018, donc, nous avons publié ce livre sur l'histoire des phares aéronautiques. Certains, peut-être parmi vous, ont pu voir l'exposition qui circule depuis le printemps 2016. À la demande, c'est une exposition qu'on prête sans difficulté à qui le souhaite. On a pu publier ce livret en novembre 2018 et pour l'instant, on a un petit peu de mal à fournir à la demande puisque la presse gentiment nous a relayé. Donc nous avons raconté l'histoire des phares aéronautiques en Europe et aux États-Unis. C'est une histoire qui a débuté au début du XXe siècle. À partir de 1913, les Allemands ont mis au point des phares qui permettaient aux zeppelins de retrouver leur terrain de départ, ou du moins de pouvoir aboutir en fin de mission. Et cette histoire des phares aéronautiques, elle a duré jusqu'aux années 70 de manière assez conséquente, et même un petit peu plus tard pour quelques exemples, notamment la postale de nuit a continué d'utiliser les quelques phares aéronautiques, des phares de rappel qui existaient sur certains aérodromes. Personnellement, j'ai pu utiliser ce genre de système quand j'œuvrais à Poitiers. À la fin des années 30, donc, le réseau des phares aéronautiques est relativement conséquent, puisqu'on va compter en France près de 240 phares, qu'ils soient de jalonnement pour baliser les routes, ou qu'ils soient de rappel pour permettre aux équipages de localiser les aérodromes. L'objectif du moment, c'est qu'on a compris que le transport aérien va devenir conséquent, mais on ne sait toujours pas concurrencer le train qui, lui, bien sûr, ne s'arrête pas la nuit, alors que les avions, ne sachant pas voler autrement que 2 jours, sont obligés de se poser, d'attendre le lendemain et de bonnes conditions météo. C'est ce que les phares vont permettre, justement, à partir des années 20, puisque le début de l'histoire, c'est les années 20, et ça va durer environ 50 ans, dont 20 avant la Seconde Guerre mondiale. Le réseau était assez vaste, puisqu'il s'étendait de Paris jusqu'à Londres, ce qui a été une ligne essentielle, mais notamment il s'étendait aussi vers le nord, vers la Belgique et jusqu'à la Finlande et jusqu'à Stockholm. Bien sûr, il était connecté au réseau le plus conséquent, qui était le réseau allemand, qui est un réseau qui était très dense, et il s'est développé aussi un réseau de phares aux États-Unis, et on en comptera environ 1500. Donc ce livret qu'on vous propose, qu'on vous a remis, c'est le résultat de 10 années de recherche, de la redécouverte d'un patrimoine qui a été bien souvent oublié. Très peu de gens savaient que le premier moyen de navigation de nuit
ces phares aéronautiques. Et donc on a essayé, dans le cadre de nos activités, de faire qu'on n'oublie pas, ce riche patrimoine qui était celui de l'aviation civile. Donc nous avons pu concevoir et réaliser une exposition itinérante qui a notamment été présentée ici au siège à l'été 2016, sous la forme de 17 panneaux et 3 vitrines. Alors, je vous donne les détails au cas où vous voudriez emprunter l'exposition. Et donc, ça nous a amené aussi éventuellement à pouvoir donner quelques conférences à la demande. Bien sûr, la suite logique, c'était le livret. On essaie, comme je le disais tout à l'heure, toujours de concrétiser nos travaux par un livret, et notamment pour la forme papier, puisque on a la conscience, et pour nous-mêmes surtout, qu'avoir l'ouvrage dans les mains, c'est toujours plus simple que de le lire sur une tablette, des retours arrière, passer d'une page à l'autre, d'une manière beaucoup plus simple. La mémoire Bordeaux Contrôle, ça n'est pas que les phares, c'est aussi un certain nombre d'autres actions. Sur le plan local, en 2018, nous avons mis en place une exposition qui racontait le contexte du contrôle aérien à Bordeaux il y a 50 ans. 50 ans, c'était 1968, enfin maintenant ça fait 51 ans. C'était surtout une période de mutation majeure, avec des grands équipements, avec l'arrivée de nouveaux équipements, avec beaucoup de génie civil. On construisait à cette période-là. Et puis, notamment, l'arrivée des radars à longue portée qui permettaient une meilleure couverture du ciel de l'époque. On a aussi replacé ce récit dans le contexte social de l'époque, c'est-à-dire les événements de mai 68, qui ont beaucoup marqué l'histoire de notre pays. Et il nous semblait important, avec 50 ans de recul, de dépassionner le débat et de pouvoir raconter une petite partie de l'histoire de notre pays et de celle de l'aviation civile du moment. Pour pouvoir réaliser ce travail, on a exploité les archives du CRNA Sud-Ouest. Le CRNA Sud-Ouest a été le premier à conserver ses archives à partir de 1947, donc de sa création, et on a été chargé par le CRNA Sud-Ouest d'exploiter ces archives dans un premier temps pour pouvoir en faire et l'inventaire et l'exploitation, et deuxièmement de les trier, de faire l'échantillonnage et le tri. Ça va faire l'objet d'un autre grand chantier de l'association pour transfert vers les archives départementales. On a aussi présenté en 2018 une exposition qui avait été commandée par la mairie de Mérignac concernant un hôpital américain qui avait été mis en place sur le site de Beaudésert, donc juste à l'entrée de l'aéroport, pendant la Première Guerre mondiale. Les Américains sont arrivés en France en 1917 et comme ils savent le faire, et notamment dès cette période-là, ils sont arrivés avec armes et bagages et un hôpital. Ils ont construit un hôpital de campagne aux États-Unis, ils l'ont transporté par bateau et ils l'ont installé à Beaudésert. Alors c'est pas le seul, il y en avait plusieurs en France, il y en avait un certain nombre, mais celui-là était assez conséquent. Il a fonctionné de juin 1918 à avril 1919. Il était constitué d'environ 600 baraquements et il a permis de soigner environ 50 000 soldats américains. Donc la mémoire Bordeaux Contrôle a largement contribué à la conception de cette exposition et surtout, elle a, par le biais de son maquettiste préféré, elle a réalisé une maquette d'une partie de l'hôpital que vous pouvez voir sur la photo du bas. Donc en 2019, un des grands chantiers de l'association, ce sera le transfert des archives du CRNA Sud-Ouest vers les archives départementales. Le travail de tri et d'échantillonnage est en phase de finition. Notre projet, c'est donc de 47 à 2000. On va s'arrêter à 2000. On laissera la suite à la relève. Et la période de 1965 à 1970 a déjà été
entièrement inventoriée et triée, exploitée, et donc elle est prête au transfert. On a rendez-vous mardi prochain avec les archives départementales pour lancer le processus de transfert. Pour ce qui est de 2019, nous avons un nouveau projet d'exposition qui est en cours de réalisation et qui va raconter l'histoire de l'aérogare de 1937. Alors cette aérogare-là, qui avait été programmée et construite dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, était le fait d'un architecte local qui s'appelait Alfred Cyprien Duprat. Et ce monsieur avait choisi un style art nouveau tardif, à tendance paquebot, tel que l'expression était utilisée à l'époque, et qui avait beaucoup de similitudes avec les aérogares du Bourget et de Lyon-Bron notamment. Et cette aérogare, malheureusement, ne va pas vivre longtemps, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en 1936, la guerre d'Espagne va mettre un coup d'arrêt brutal au transport aérien passant par Bordeaux-Mérignac. C'était sa principale vocation. Et deuxièmement, la Seconde Guerre mondiale va faire que, dans un premier temps, comme les Allemands sont venus s'installer à Bordeaux, et notamment avec des Condors, les Anglais vont généreusement et copieusement bombarder la plateforme et l'aérogare, et puis les Américains ensuite. Et finalement, les Allemands vont complètement la détruire avant de partir en 1944. Donc elle aura vécu très peu, et donc elle est elle aussi un peu tombée dans l'oubli. Donc notre vocation étant de mettre en avant le patrimoine de la navigation aérienne, il nous semblait important localement de pouvoir raconter cette histoire. Une maquette, bien sûr, est en cours de réalisation. Vous en avez un petit exemple sur la photo du bas. Enfin, en 2019, nous avons un autre projet, un petit peu ambitieux, qui concerne toujours la SAR. Un de nos membres a eu l'idée d'aller essayer de réaliser un inventaire vidéo de ces phares qui sont encore debout, ou du moins de ce qu'il en reste pour la plupart, avant qu'on oublie totalement ce qu'ils pouvaient être. Donc cet inventaire, il a déjà été commencé, quelques phares ont été filmés, certains sont encore bien visibles, ils sont assez faciles à trouver, on peut même sur les sites géographiques des fournisseurs d'accès, on peut les trouver, hein. Mais par contre, dans certains cas, la nature a repris ses droits, la forêt a repoussé, et ils sont donc bien cachés. Il faut arriver à les localiser, c'est assez compliqué. Et actuellement, le meilleur moyen pour le faire, c'est un drone qui permet, une fois qu'on a des coordonnées assez précises, de venir se positionner et d'aller chercher, et en général, on finit par le trouver. Donc ce projet-là devrait se mettre en place dans le second semestre 2019. Il en reste environ 25 dont on connaît l'existence. Voilà. Et donc on ne voudrait pas que ce dernier témoignage de la navigation aérienne soit gommé de notre mémoire collective. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On va vous passer une ou deux vidéos de ce qu'on a pu trouver justement sur ces phares. Donc ici, on a un joli morceau de forêt. Vu comme ça ne représente pas grand-chose. Et puis, comme on peut dans ces appareils modernes rentrer des coordonnées géographiques très précises, il va venir se positionner exactement. Il est sur la droite, là, on le voit passer dans le coin à droite. Voilà, donc on aperçoit la plateforme avec la coiffe. Le fût de béton est à peu près de 12-15 mètres de hauteur, donc vous voyez, ça fait à peu près la taille des arbres. Et en haut de ce fût de béton, il y avait une nacelle, une plateforme, avec un garde-fou, un coffrage d'alimentation électrique, et puis donc au-dessus, il y avait une coiffe, et sur cette coiffe, en forme de cône, il y avait 6 tubes néons en forme de A. Alors c'est des tubes néons de l'époque, ça n'a rien à voir
avec les néons d'aujourd'hui. Celui-ci est en pleine campagne, dans un champ, donc il est bien sûr beaucoup plus facile à trouver, et il est encore en relative bon état. Donc vous voyez, sur cette coiffe, il y avait 6 tubes néons, ça permettait un rayonnement bidirectionnel, et il fonctionnait par clignotement. Donc c'était du néon de couleur rouge, et qui était visible relativement facilement par le temps. J'imagine bien qu'il fallait quand même avoir de la visibilité et un peu de plafond pour pouvoir voler dans ces conditions-là. Voilà, merci. J'ai noté des choses intéressantes. L'expo peut être empruntée, confirme. Voilà. Donc, avis, ça peut être intéressant. Conférence à la demande aussi. Oui, donc cette exposition elle est à votre disposition si vous souhaitez la présenter. Elle se présente sous la forme de panneaux et d'objets quand on la propose en version complète. En version allégée, c'est uniquement les panneaux, ça se transporte très facilement dans un coffre de voiture. La seule chose qu'on ne peut pas assurer, ce sont les frais de transport, les frais liés au transport, hein, puisque se déplacer à travers la France, ça coûte relativement cher. Donc, d'une manière générale, on demande à l'emprunteur une participation pour les frais de transport. On en prend une partie à notre charge, mais on demande une participation. Voilà. On essaie de prêter sur une durée relativement longue, surtout quand le trajet est conséquent, parce que ça nous prend une demi-journée de mise en œuvre. Par contre, associé à l'exposition, on vous propose des visites commentées ou des conférences pour vos visiteurs. Voilà. Merci Gérard. Et je note aussi le transfert aux archives départementales. Donc là, c'est une belle synergie, même si c'est une obligation réglementaire, on ne le sait pas forcément, mais ça participe de la pérennisation des fonds. Juste une dernière chose. Je me permets une dernière chose. Vous avez pu récupérer un livret à l'entrée de l'amphithéâtre. Donc si vous en souhaitez d'autres pour vos membres ou votre entourage, il suffit de prendre contact avec nous. Ariane a les coordonnées d'association, vous les avez dans l'annuaire qui vous est distribué aussi, et on vous expédie un livret moyennant une contribution aux frais d'expédition. Voilà. Un ou plusieurs livrets là-dessus. Avant de passer au hangar d'Écosseville, est-ce que vous avez une remarque, une question, quelque chose à ajouter dans la salle? N'hésitez pas, hein, cette journée est la vôtre. Paul Dame, région Île-de-France. Oui. Ça marche? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Je voulais juste apporter une petite remarque par rapport à votre très belle présentation pour vous dire que la région Île-de-France, donc je suis conservateur du patrimoine et je travaille à la région, au Conseil régional d'Île-de-France, avait labellisé au titre du label du patrimoine d'Île-de-France un phare, donc le phare de Basse-Velle. Voilà. Donc espérons que ce soit le début d'un intérêt patrimonial renforcé pour ces phares. Voilà. Tout à fait, donc on est parfaitement au courant puisque les gens qui ont permis, qui ont constitué le dossier, qui ont permis la labellisation sont membres de l'association à Basse-Velle, donc ils nous tiennent au courant. Et on a un autre projet aussi qui serait sur le modèle de ce qu'ont fait nos camarades des anciens aérodromes, là, de permettre la réalisation de plaquettes à installer sur le lieu où il y avait un phare, de manière à ce que le promeneur intéressé puisse avoir des informations. On se chargerait à ce moment-là de la rédaction et on proposerait après. Donc il est possible qu'on vienne à se reparler. Merci. On va passer la parole à Luc Fournier. Merci de vous présenter parce que c'est enregistré. Luc Fournier, directeur général du patrimoine, ministère de la Culture. Oui, je dois dire qu'on a commencé un petit peu timidement à protéger au titre des monuments historiques des phares aéronautiques, plus exactement un seul pour le moment, qui est situé à Baziège, donc dans les abords de Toulouse, de l'aéroport de Toulouse, de l'Hippodrome. Donc on est bien entendu tout à fait ouvert à l'idée de développer cette protection pour des installations qui sont de toute façon maintenant des installations patrimoniales puisqu'elles n'ont plus de rôle, je dirais, actif dans la navigation aérienne. Merci beaucoup Luc pour ton information. Yves Delapoise, Fondation du patrimoine, devant intervenir.
Et après Gérard Voilà. C'est déjà la conférence de presse, c'est impressionnant. Bonjour à tous. Yves Delapoisse, donc Fondation du patrimoine. Alors c'était très intéressant votre présentation, je vous remercie. Et notamment en partenariat avec la région Île-de-France, la Fondation du patrimoine, c'est vraiment le cas typique d'un patrimoine à la fois industriel ou pas industriel, en tout cas technique, et qui rentre dans les attributions de la Fondation du patrimoine pour la restauration, justement. Luc Fournier, avec qui je travaille assez régulièrement sur d'autres patrimoines, connaît bien nos interventions. Donc je pense que s'il y a des phares aéronautiques comme ça à restaurer, alors surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec évidemment la région Île-de-France, mais qui connaît bien la Fondation du patrimoine et nos représentants Île-de-France. Mais vraiment, c'est le cas typique. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, mais franchement, allez-y, il faut le faire. Merci beaucoup. Gérard Hardy, amical en vol des pionniers. Dernière question. Montaudoin. Oui, merci, bonjour à tous. Toujours au sujet des phares, effectivement, on a parlé du phare de Baziège, et il a un sérieux problème, c'est qu'il est classé, justement. Et il y a une grosse difficulté pour le maintenir en état de survie. À partir du moment où il est classé, ça sous-entend des budgets énormes. Donc la municipalité a de sérieux soucis, effectivement, à maintenir ce phare. Et je voulais rajouter qu'il y a à côté aussi un autre phare à Montferrand qui, lui, n'est pas classé, mais bien entretenu. C'est à peu près, je pense, le seul dans cet état. Et l'amicale en vol des pionniers a pour vocation, ambitieux tout au moins, de refabriquer un phare aéropostal. Et il y a les deux catégories de phares. Et on voudrait refabriquer un phare aéropostal pour mettre sur le siège d'un vol des pionniers pour montrer effectivement comment on naviguait à cette époque-là. Alors c'est un projet, on espère qu'on arrivera au bout à le refabriquer. Et on vous en parlera tout à l'heure peut-être. D'accord. Merci beaucoup Gérard pour ce témoignage. Je crois qu'il faut passer au... Alors, voilà, on va peut-être clore le débat des phares maintenant pour revenir tout à l'heure.